J'ai le grand plaisir d'accueillir ce soir le professeur Laura Aurioli. Laura, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Merci de consacrer du temps au webinaire W Médical, chef de clinique associé au sein du service d'endocrino et de nutrition des cliniques universitaires Saint-Luc. Et avec un titre extrêmement enthousiasmant ce soir, trop peu, trop tard, optimiser la prise en charge précoce du diabète et de l'obésité grâce au ISGLT2 et aux incrétines. Laura, je te donne la parole. Pour commencer. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, conflit d'intérêts et surtout l'histoire de Gaston, donc notre fil rouge. Alors, Gaston, il a 59 ans, il a un diabète de type 2, il a une hypertension, il est traité, comme vous le voyez, par olmesartan, metformine 850 qu'il s'efforce de prendre 3 fois par jour, et puis il est censé prendre un traitement hypolipémiant, mais voilà, il ne s'y tient pas trop. Alors, Gaston, il a 101 kilos, donc ça vous paraît à la consultation un peu excessif pour sa taille d'1,75 m, mais il vous consulte surtout pour connaître les résultats de sa prise de sang, malheureusement prescrite par son ancien médecin qui est décédé. Alors, vous découvrez une hémoglobine glyquée à 6,2%. Que diriez-vous à Gaston? Beaucoup de choses, mais une situation possible, particulièrement si la salle d'attente est remplie. Eh bien, bravo Gaston. Voilà, votre diabète, finalement, il est très bien contrôlé. C'est la raison principale pour laquelle on se voit. On se revoit dans un an. Essayez de prendre votre Mirosor, de bouger un peu plus, et on parlera des complications du diabète la fois prochaine. Alors, Gaston, il réapparaît, mais 2 ans plus tard, parce qu'il a eu des soucis personnels, malheureusement. Dans ce contexte-là, douleur thoracique, angor instable, et donc diagnostic de cardiopathie ischémique. Alors, vous découvrez des biologies qui confirment un diabète moins bien contrôlé, manifestement une fonction rénale qui est altérée et une albuminurie. Et par ailleurs, Gaston, il a perdu du poids dans ce contexte, c'est un électrochoc, mais il a quand même encore 29 de BU. Son traitement, c'est quelque peu alourdi. Je ne rentre pas dans le détail, mais pour le diabète, vous découvrez une bithérapie, metformine et glyclasie, unidiamicron. Gaston ayant compris de son hospitalisation en cardiologie qu'il y avait d'autres médicaments, mais qu'il fallait faire des papiers pour la mutuelle. C'était un peu compliqué. Donc, il a l'unidiamicron. Et là, il se plaint d'une dyspnée inhabituelle à l'effort. Donc, que diriez-vous à Gaston? Alors, certainement beaucoup de choses. Moi, je vous propose de lui proposer de regarder le webinaire d'aujourd'hui et de rediscuter. Alors, si on commence par le commencement, quand on parle de diabète, on parle d'objectifs glycémiques, certes, il faut les individualiser. Vous voyez que pour Gaston, qui a moins 75 ans au départ et qui n'a pas de comorbidité sévère, donc au départ, il a 6,2 d'hémoglobine glyquée, eh bien, il est à ses objectifs, particulièrement sous metformine, puisqu'il n'y a pas de risque d'hypoglycémie. Alors, le diabète, c'est une maladie évolutive, il y a une résistance à l'insuline, elle est alimentée par l'inactivité physique, par l'excès de poids, et puis il y a une dysfonction bêta-cellulaire qui provoque l'hyperglycémie, qui dépend notamment de facteurs génétiques qu'on ne peut pas modifier. Et vous voyez ici, en vert, c'est tout à fait la situation de Gaston, des patients qui ont un diabète de type 2 sous monothérapie par metformine. On a une bonne réponse immédiate et puis un échappement progressif. Et vous constatez en rouge pour des molécules comme l'unidiamicron, le glyclavide, que la réponse initiale, elle est très très bonne, mais avec un risque d'hypoglycémie et puis un échappement qui est plus rapide. Donc aujourd'hui, les sulfonylurées, les sulfamidés hypoglycémiants, c'est plus du tout le traitement de préférence qu'on va ajouter à la metformine. Alors, je vais passer sur ceci pour directement aller aux recommandations pour le traitement du diabète de type 2 en 2026. C'est complexe. Donc, si on commence par le tout dessus, vous voyez bien entendu que les mesures hygiéno-diététiques, ça fait toujours partie du traitement. Il faut pouvoir évaluer ce traitement régulièrement, c'est pour éviter l'inertie thérapeutique. Donc, se reposer la question, est-ce qu'on doit commencer, est-ce qu'on doit intensifier ou parfois désintensifier certains traitements. Alors, le premier message clé pour le diabète de type 2, c'est que la prise en charge, elle doit être globale. Je ne pense pas que j'ai un pointeur, mais donc si on regarde de droite à gauche, on doit prendre en charge, ah voilà, la flèche est là. On doit prendre en charge à la fois la glycémie, le poids et puis le risque cardio-rénal. Alors, pour faire tout ça, il y a 2 classes de médicaments qui aujourd'hui deviennent indispensables. Ce sont les incrétines, donc les agonistes du GLP-1 et les doubles agonistes, je vais y revenir, comme les hépatides, et puis les inhibiteurs du ISGLT2. Alors,
brièvement. Vous voyez, pour la gestion glycémique dans le diabète de type 2, la metformine, elle reste en premier, mais finalement, il n'est pas indispensable du point de vue des recommandations. En revanche, sont considérés comme très efficaces sur le plan glycémique, eh bien, le semaglutide, donc l'Ozempic, et le tirzépatide, donc le Mounjaro. Alors, vous avez pour l'aspect pondéral, eh bien, les mêmes molécules, le semaglutide, le tirzépatide. Donc, on va y revenir, Ozempic, Wegovy, Mounjaro. Et puis, quand on bascule dans le risque cardio-rénal, eh bien, tout d'abord, pour ce qui est de l'insuffisance cardiaque et de la maladie rénale chronique, ce sont les inhibiteurs SGLT2 qui sont les traitements de première ligne en association pas à la metformine par ailleurs. Et puis, si on s'intéresse aux atteintes plutôt athéroscléreuses, patients à risque ou avec maladie établie, on a le choix en première ligne entre un SGLT2 ou un GLP1 avec un bénéfice, et on va revoir tout ça. Bien entendu, vous savez que dans les critères de remboursement, on a un peu du mal, en tout cas en catégorie A, à associer à la fois SGLT2 et GLP1, mais d'un point de vue purement des recommandations et médicales, il y a un intérêt chez certains patients à combiner les deux traitements. Alors, parlons un peu de Gaston comme un patient dont le diabète est bien contrôlé, mais qui est en obésité, puisque son BMI, en fait, au départ, si on l'avait calculé, eh bien, il est à 33. Alors, ceci vous rappelle, si besoin, que l'obésité, c'est un facteur de risque du diabète de type 2, mais contrairement à ce qu'on pense, c'est la courbe en bleu clair, la plupart des patients qui vont développer un diabète de type 2, c'est pas des patients qui ont été obèses pendant longtemps, c'est pas des patients qui prennent du poids de manière relativement rapide en quelques années, mais c'est des patients qui ont un surpoids qui est progressif et voilà, qui progresse sûrement, mais certainement. Ceci nous amène au fait que aujourd'hui, l'indice de masse corporelle, sur lequel on base notre diagnostic d'obésité ou d'excès de poids, eh bien, n'est plus suffisant parce qu'il ne reflète pas bien la composition corporelle, il reflète finalement assez mal la distribution de la masse adipeuse et ne reflète pas très bien l'état de santé. Alors, du point de vue anthropométrique, vous allez voir dans la suite des dia, on doit aujourd'hui, c'est une recommandation européenne notamment, associer au BMI le rapport du tour de taille, donc périmètre abdominal sur la taille, en centimètres ou en mètres. Donc, si ce rapport est égal ou supérieur à 0,5, il y a une adiposité viscérale, donc il y a un risque accru sur le plan cardiométabolique. Qu'est-ce que ça change quand on regarde les chiffres? Sur base du BMI, en Belgique, il y a quand même quasiment 50% de personnes en surpoids, 22% en obésité. Si on regarde à droite par catégorie d'âge, on peut se concentrer sur les plus jeunes. Vous voyez ici 42% de jeunes qui sont considérés comme en surpoids sur base du BMI. Mais quand on regarde le fameux rapport de taille sur taille, on a 73% de jeunes qui seraient à risque. Donc, il y a certainement des mesures préventives et thérapeutiques qu'on peut mettre en place indépendamment du BMI. Alors, aujourd'hui, on parle de l'obésité comme une maladie basée sur l'adiposité. Donc, il y a un excès de masse grasse. En lui-même, il peut induire des complications biomécaniques, une arthrose du genou. Et puis, quand il y a des anomalies de fonction, une inflammation du tissu adipeux ou de distribution, donc une adiposité viscérale ou ectopique dans le foie, par exemple, une stéatose hépatique, eh bien, ces facteurs conduisent aux complications cardiométaboliques comme le diabète de type 2. Et puis, vous avez peut-être déjà entendu parler de ce qu'on appelle l'obésité clinique ou préclinique. Donc, si on regarde la deuxième partie du graphe, dès lors qu'on a un diagnostic d'obésité, est-ce qu'il y a des répercussions pour le patient sur le plan cardiométabolique fonctionnel? Si c'est le cas comme Gaston, qui a un diabète de type 2, qui a une hypertension, eh bien, on parle d'obésité clinique. Donc, on va traiter l'obésité pour traiter aussi ses comorbidités. Ceci étant, un patient qui, au-delà de son BMI ou de son poids, n'a pas de répercussions cardiométaboliques ou dans sa vie quotidienne, on va parler d'obésité préclinique, mais on va s'intéresser au traitement de l'excès de poids comme une manière de, évidemment, préventive, de réduire le risque de complications. Alors, comment est-ce qu'on fait le diagnostic de l'obésité en 2026 selon les recommandations européennes? Restons pragmatiques. On a toujours notre IMC ou BMI égal ou supérieur à 30, mais vous voyez qu'on étend la définition à un IMC égal ou supérieur à 25 avec ce fameux rapport taille sur taille égal ou supérieur à 0,5 dès lors qu'il y a au moins une répercussion médicale ou fonctionnelle pour le patient. Quels sont les messages clés des recommandations?
Je ne vais pas vous dire qu'on doit mettre tout le monde sous incrétine, évidemment. Néanmoins, c'est en rouge. Vous voyez que les médications anti-obésité, particulièrement le sémaglutide et le tirzépatide, eh bien, c'est des traitements qui sont des traitements de première ligne en association au traitement, voilà, à l'hygiène de vie pour les patients en obésité ou en excès de poids avec un BMI égal ou supérieur à 27, mais au moins une complication liée à l'excès de poids. Donc ça, ce sont les indications de la FDA et de l'EMA, ces médications étant étudiées avec des BMI donc égal ou supérieur à 27, d'où ces recommandations. Alors bien sûr, la chirurgie métabolique bariatrique garde ces indications et surtout, on va traiter le poids au-delà, je dirais, du poids ou du chiffre sur la balance, mais pour améliorer, induire une rémission de certaines comorbidités. Et vous savez que le challenge pour les personnes qui ont une obésité, une maladie chronique, c'est d'éviter la reprise de poids après une perte de poids. Et donc, le traitement doit être envisagé à long terme. Alors, si les patients vous demandent combien est-ce que je dois perdre de poids pour aller mieux, premier chiffre, c'est au moins 5% du poids de départ, parce qu'on va améliorer l'hémoglobine glyquée chez un patient diabétique, on va ralentir l'évolution vers un diabète de type 2 en cas de prédiabète, on va améliorer l'hypertension, la dyslipidémie. Mais si on veut avoir vraiment un effet de modifier le cours de la maladie, il faut perdre au moins 10%, et ceci permet, ou en tout cas, on se rapproche de la possibilité d'induire une rémission du diabète de type 2, d'une maladie stéatosique du foie, des apnées du sommeil, et puis surtout de réduire les événements cardiovasculaires. Donc chez Gaston, on aurait pu s'intéresser peut-être au début, au-delà de son hémoglobine glyquée, à son excès de poids. Alors qu'est-ce qu'on aurait pu lui proposer? Bien sûr, bouger plus, peut-être voir quelqu'un en diététique. Il n'était pas dans les critères de chirurgie bariatrique. Et on aurait pu avoir une discussion relative au sémaglutide et au tirzépatide, donc aux incrétines. Ce sont des traitements dont le rapport efficacité, coût, sécurité est très intéressant et qui sont surtout à un bon niveau de preuve dans le traitement des comorbidités liées à l'obésité. Alors, on dispose de plusieurs molécules en Belgique pour traiter l'obésité et le surpoids. Je vais surtout vous parler donc du tirzépatide, le Mounjaro, ou du sémaglutide, le Wegovy, dans l'indication donc pour l'obésité et l'excès de poids compliqué. Alors, brièvement, le sémaglutide, vous le connaissez, c'est un analogue de longue durée d'action du GLP-1. Il va stimuler la sécrétion d'insuline induite par la prise alimentaire, donc améliorer le contrôle glycémique, et puis surtout induire une perte pondérale liée à une action centrale avec une amélioration de la satiété et une amélioration de ce qu'on appelle le food noise, donc quelque part les pensées liées à la nourriture. Alors, pour qu'on se comprenne bien en Belgique, le sémaglutide injectable, c'est à la fois le Wegovy qui est indiqué dans le surpoids ou l'obésité, qui n'a malheureusement la semaine passée pas obtenu de remboursement et qui est utilisé à la dose cible de 2,4 mg par semaine et de manière toute récente, on peut également augmenter à 7,2 mg par semaine. Et puis, vous connaissez le sémaglutide injectable à 1 mg par semaine pour le diabète de type 2, c'est l'Ozempic, et le Rybelsus, donc le sémaglutide oral, à la dose cible de 9 mg par jour, dans sa nouvelle formulation, 14 mg il y a encore quelques mois, pour le diabète de type 2, et on reviendra sur les critères de remboursement, mais donc sous condition, ces deux indications sont remboursées. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre du Wegovy chez des patients comme Gaston qui ont une obésité? Si Gaston n'avait pas de diabète, vous voyez qu'à 2,4 mg par semaine, le chiffre clé, c'est une perte de poids de 15% à 68 semaines. Donc après un an, on attend une perte de poids de 15%. On va attendre 20 semaines de titration du médicament, vous voyez le schéma à gauche, pour évaluer la perte de poids, et on retiendra qu'il y a de bonnes chances que le patient traité atteigne une perte de poids d'au moins 5%, et même que certains soient des très bons répondeurs avec des pertes de poids de plus de 20%. Alors, vous savez qu'il y a des polémiques sur l'intérêt de ce type de traitement parce que quand on les arrête, on reprend du poids. Donc, l'obésité, c'est une maladie chronique. Donc, quand on maintient le traitement, eh bien, l'effet y persiste. Vous voyez ici le Wegovy 2,4 mg à 2 ans de traitement. En revanche, effectivement, si on arrête, on reprend du poids. C'est pas lié à l'inefficacité du médicament, c'est le caractère chronique de l'obésité.
Alors, on peut, de manière toute récente, c'est au CBIP, monter à une dose de maintenance de 7,2 mg par semaine. Donc, vous voyez qu'on jump directement de 2,4 à 7,2. Il n'y a pour l'instant pas de stylo pré-rempli qui permette de faire cette injection. Donc, le patient en pratique aujourd'hui doit faire 3 injections simultanées et c'est évident que ça représente un certain coût. Mais d'un point de vue voilà, pondéral, on attend des pertes de poids. Vous voyez ici sur le graphe à 72 semaines de 19%. Donc, c'est à peu près similaire au tirzépatide au Mounjaro. Et on a des personnes qui vont atteindre des pertes de poids de plus de 25%. Donc, c'est énorme pour un traitement pharmacologique. Et il y a certes des effets secondaires gastro-intestinaux que vous connaissez, dose dépendant, mais le profil de sécurité, il reste tout à fait acceptable. Et vous voyez qu'au CBIP, on a désormais ces 2 doses d'entretien. Le 7,2, il s'adresse à des personnes qui n'ont pas la réponse pondérale attendue sous 2,4. Alors, chez un patient comme Gaston, en résumé, que peut-on attendre du Wegovy? Vous voyez que le sémaglutide à la dose Ozempic 1 mg ou à la dose Wegovy 2,4, mais c'est une perte de poids de 10%, c'est plus important. Les performances glycémiques sont similaires, mais impressionnantes. Vous voyez, on a une réduction de plus d'1% de l'hémoglobine glycée. Alors, l'autre traitement, le challenger, c'est le tirzépatide ou Mounjaro, donc un coagoniste récepteur GLP1 et GIP. On retiendra qu'il agit comme un super agoniste du récepteur GLP1 avec un profil de tolérance gastro-intestinale qui est finalement assez bon. On le connaît sous le nom de Mounjaro. Dans les 2 indications, donc surpoids, obésité et diabète de type 2, 3 doses aussi, 5, 10 ou 15 mg semaine. La différence, c'est qu'il n'est pas remboursé dans l'obésité. Alors, brièvement de nouveau, il faut retenir les chiffres clés. C'est sous Mounjaro, la perte de poids maximale peut atteindre en moyenne 21% à la dose de 15 mg. C'est très proche des performances du 10 mg, 20%. Et vous voyez qu'on a jusqu'à quasi 40% de personnes qui peuvent atteindre 30-40% des pertes de poids de plus de 25%. Même chose qu'avec le sémaglutide, ce traitement est très efficace, mais quand on l'arrête, il y a une reprise progressive de poids qui est liée à la nature chronique de l'obésité. Il y a finalement peu de contre-indications pour ce traitement, si ce n'est bien sûr, on ne va pas le prescrire chez une dame enceinte ou allaitante, en cas de rétinopathie floride, ou en cas d'antécédent de pancréatite aiguë notamment. Ouais. Alors, chez un patient qui a un diabète comme Gaston, les performances pondérales sont un tout petit peu moindres. C'est bien connu chez les personnes diabétiques de type 2, mais on peut atteindre des pertes de poids de 13 à 15% et surtout des réductions d'hémoglobine glycée supérieures à 2%. Ouais. Alors, si vous êtes devant un patient qui a une obésité ou un excès de poids compliqué, finalement, du point de vue pondéral, est-ce que vous allez proposer Wegovy ou Mounjaro? Est-ce qu'il y a des données? Est-ce qu'il y a une comparaison directe? Oui. Vous voyez que tirzépatide, Mounjaro 10 ou 15 mg versus Wegovy 1,7 ou 2,4 par semaine. Eh bien, d'un point de vue statistique, vous voyez que la perte de poids sous Mounjaro, elle est supérieure et c'est statistiquement significatif, donc en faveur du Mounjaro. Et donc, du point de vue purement pondéral, Mounjaro gagne la bataille, si je puis dire. Ceci étant, traiter l'obésité, comme vous l'avez compris, c'est pas que manager l'excès de poids, mais c'est manager les complications, les comorbidités. Et là, on retrouve de manière assez partagée le Wegovy, le Mounjaro, parce que des études sont disponibles dans les différentes complications. Notez cependant que seul le Wegovy 2,4 réduit la fibrose hépatique. Donc, il y a une indication aux États-Unis dans le cas de la MASH pour le Wegovy, donc le sémaglutide uniquement. Et alors, un message clé quand même, c'est qu'une personne qui a une obésité, qui a un antécédent cardiovasculaire ou qui est à haut risque, vous voyez, donc sans diabète, il y a quand même une réduction du risque d'AVC non fatal, d'infarctus non fatal ou de décès cardiovasculaire de 20%. Donc, c'est impressionnant pour un traitement pharmacologique. La même étude a montré une réduction du risque, donc chez des personnes non diabétiques, de faire une maladie rénale chronique de 22%. Donc, en la matière, le Wegovy est plus impressionnant et il a une indication de nouveau aux États-Unis, spécifiquement dans ce contexte cardiovasculaire. Donc, chez Gaston, c'est une suggestion, mais un patient dont le diabète est bien contrôlé, qui a 33 de BMI, mais qui a une adiposité viscérale, voyez son rapport taille sur taille,
eh bien, peut-être que, voilà, on pourrait certainement aborder la question de l'impact de l'excès de poids sur la santé, voire aborder la question des traitements par incrétine. Et quelque part, il vaut mieux que le patient ait la discussion avec vous plutôt qu'avec ChatGPT ou avec les réseaux sociaux. Alors malheureusement, comme vous le savez, l'histoire de Gaston a progressé et dans sa deuxième partie, là on est en plein dans les recommandations où on doit faire une prise en charge globale. Alors je vais aller vite sur les performances glycémiques de notre Mounjaro et d'Ozempic dans le diabète. En résumé, vous voyez des réductions d'hémoglobine glycée très impressionnantes pour les deux traitements, supérieures pour le Mounjaro, et dans les deux cas, les comparaisons à l'insuline que je ne vous montre pas sont en faveur du traitement par incrétine. Donc, sauf situation de contre-indication, de diabète cétosique, de femmes enceintes, on va envisager ce type de traitement avant d'envisager une insuline, notamment basale, particulièrement chez les patients, comme vous l'aurez compris, en excès de poids ou en obésité. Donc, tous les GLP-1 aujourd'hui et le tirzépatide sont remboursés dans ces conditions. C'est indépendant maintenant du trajet de soins depuis février, donc il faut introduire une demande, la renouveler chaque année. Et un des éléments contraignants, c'est qu'il y ait au moins 3 mois de traitement par metformine. Et malheureusement, même en cas d'intolérance ou d'insuffisance rénale, donc de contre-indication, il y a rarement moyen de sortir de ces critères. Donc, il y a certainement des patients qui bénéficient de ce type de traitement, mais qui n'obtiennent pas de remboursement. Alors, brièvement également, ces molécules, le sémaglutide injectable Ozempic, le trulicity du laglutide et le Rybelsus sémaglutide oral ont toutes montré une réduction des événements cardiovasculaires chez des patients diabétiques de type 2 à haut risque. Donc, ça en fait des molécules clés, vous l'aurez compris, du traitement. Le tirzépatide également, mais dans une étude qui nécessiterait un webinaire à elle toute seule. Donc, le tirzépatide, le Mounjaro, quand on le compare au Trulicity, qui a montré un bénéfice cardiovasculaire, donc on compare le Mounjaro à un comparateur actif, il n'est pas inférieur, il ne fait pas moins bien en termes d'événements cardiovasculaires, mais il n'était pas supérieur statistiquement. Il faut retenir de cette étude que le Mounjaro fait aussi bien que le dulaglutide, c'est pas plus mal pour la réduction des événements cardiovasculaires, et il réduit, c'est des données que je ne vous montre pas, mais la mortalité toute cause et la progression de l'insuffisance rénale. Donc ça reste une molécule, bien sûr, au-delà de l'aspect pondéral et glycémique, très important. Alors, il faut que je vous parle finalement, j'ai quand même encore un peu de temps, pour vous parler des inhibiteurs du ISGLT2, c'est l'autre classe clé de molécules. Alors, premier message, ce sont des molécules qui ont une efficacité métabolique précoce. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme un GLP-1, quand on les ajoute à de la metformine en début de maladie diabétique, vous voyez ici dans ce tableau chargé, mais qui reprend donc l'empagliflozine, Jardiance, la canagliflozine, Invokana ou la dapagliflozine, Forxiga, des réductions d'hémoglobine glyquée qui avoisinent 0,7, 0,8%, 0,9%, avec un petit avantage à l'Invokana. Vous voyez également qu'il y a des réductions de poids de quelques kilos. C'est pas un Ozempic ou un Mounjaro, mais il y a une réduction de poids et une réduction de la tension artérielle. Et puis, quelque part, on mesure peut-être rarement l'hémoglobine glyquée aussi vite à 6 semaines dans la vie réelle, mais néanmoins, vous voyez que l'empagliflozine, donc Jardiance, en association à la metformine, ça améliore finalement très vite l'hémoglobine glyquée, donc la glycémie à jeun et la glycémie postprandiale. Alors, je dois vous rappeler dans une seule diapositive que ces molécules sont également intéressantes parce qu'en fait, elles agissent indépendamment de l'insuline. Donc, ça veut dire qu'on va bloquer au niveau des tubules rénaux les cotransporteurs du sodium et du glucose, et donc bloquer la réabsorption de glucose, provoquer une glucosurie, et donc améliorer le contrôle glycémique. Et en plus, on perd des calories, donc on va avoir, cette glucosurie participe à la perte de poids induite par ces médicaments. Ce qui est intéressant, c'est que cet effet, il est indépendant de l'insuline, donc ça va marcher en début de maladie diabétique, ça va marcher chez des patients qui sont sous insuline. Le seul facteur limitant, c'est la fonction rénale qui, en dessous de 45, va limiter l'effet hypoglycémique. L'effet néphroprotecteur et cardioprotecteur dont je vais vous parler après dans les études, on retiendra qu'il est notamment lié à une augmentation de l'excrétion, donc de la natriurèse, et par ailleurs d'une diminution de l'hyperfiltration glomérulaire qui va réduire l'albuminure. Il y a d'autres molécules, d'autres mécanismes beaucoup plus complexes
Mais toujours est-il que le message clé aussi de ce webinaire, c'est que si on regarde les performances métaboliques des incrétines et des ISGLT2, le match est plutôt en faveur des incrétines. Mais quand on regarde sur les événements cardiovasculaires athéroscléreux, on est plutôt en faveur des incrétines encore que. Et par contre, vous voyez que pour les patients qui ont une insuffisance cardiaque ou une maladie rénale chronique, le match est en faveur des inhibiteurs SGLT2. Donc, combiner les deux d'un point de vue médical, d'un point de vue des preuves, ben, ce serait évidemment le top pour les patients. Je passe ceci. Je passe le rappel, mais il faut dépister la maladie rénale chronique chez les patients diabétiques, donc rechercher l'albuminurie sur un spot urinaire, évidemment la filtration glomérulaire, et je vous rappelle la classification CADIGO, qui permet ici Gaston, IVG 3A à 2. On doit le traiter, mais on ne doit pas forcément le renvoyer vers un néphrologue d'emblée. Même chose pour l'insuffisance cardiaque, il faut être sensibilisé, rechercher les symptômes, dyspnée, œdème qu'on connaît, et simplement en termes de phénotype d'insuffisance cardiaque, on parle d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, donc quand la fraction d'éjection du ventricule gauche est en dessous ou égale à 40%, mais il y a également particulièrement chez les personnes diabétiques des formes à fraction d'éjection préservées et qui sont liées à quelque part à une rigidité du myocarde et donc une dysfonction diastolique. Voilà, ceci rappelle simplement que quand le patient a une dyspnée, on doit penser à l'insuffisance cardiaque. On aura certainement besoin du cardiologue pour faire une échographie et pour interpréter les marqueurs comme le BNP et le MT-proBNP dont les seuils doivent être adaptés particulièrement chez le patient en obésité, les valeurs étant plus basses. Alors ça, c'est une dia chargée, mais le message clé, c'est que les ISGLT2, quels qu'ils soient dans les études cardiovasculaires, ont montré principalement une réduction de l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque. C'est vraiment un effet de classe. Et puis on retrouve pour certaines molécules comme l'empagliflozine une réduction des événements cardiovasculaires majeurs. Donc chez Gaston, mettre un ISGLT2 si on confirme l'insuffisance cardiaque, ce serait une bonne idée. Et comme il y a une maladie athéroscléreuse, peut-être que ici, l'empagliflozine serait intéressante. Alors, pour l'insuffisance rénale chronique, en résumé, il y a des données chez les personnes diabétiques et non diabétiques, on a une réduction du risque de progression de la maladie rénale chronique et de décès cardiovasculaire, vous voyez, qui est de 30-40%. C'est également le cas pour le semaglutide, donc l'Ozempic. Et donc, si on résume, un patient comme Gaston, qui a une insuffisance rénale, une maladie rénale chronique, une fois un sartan ou un IEC, une statine, et ne pas avoir peur de mettre un ISGLT2 pour autant qu'on ait une clairance qui est égale ou supérieure à 20. Donc, il ne faut pas avoir peur chez les patients qui ont une insuffisance rénale. Dans l'insuffisance cardiaque, fraction d'éjection préservée ou réduite, en résumé, l'empagliflozine et la dapagliflozine réduisent la dégradation de l'insuffisance cardiaque ou le décès de cause cardiovasculaire. Et donc, vous voyez que si Gaston a finalement une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, il a fait un infarctus, il est à risque, on devra mettre un ISGLT2. Et si on a une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, on devra mettre un ISGLT2, éventuellement un GLT1. Voilà. Alors, pour faire simple, est-ce qu'il y a un intérêt à combiner les deux molécules? Certainement, leur effet protecteur, quel que soit le type d'outcome cardiovasculaire, est additif. Que ce soit le ISGLT2 introduit d'abord, puis le GLT1, ou l'inverse, l'effet protecteur est similaire. Dans la maladie rénale chronique, c'est vraiment les ISGLT2 qu'on doit privilégier. Et ceci rappelle que, bien entendu, les recommandations sont toujours en lutte avec la réalité, puisqu'on a quand même encore pas mal de personnes en Belgique qui sont sous sulfonylurée et peut-être pas suffisamment de personnes qui sont sous GLT1 ou ISGLT2. Parce qu'on doit tenir compte, c'est la dia suivante, évidemment des indications qui sont sur plusieurs spécialités, des remboursements qui sont parfois complexes. Et pour les ISGLT2, on peut initier ce type de traitement, vous voyez, dans les différentes indications. Et donc parfois le diabétologue hésite, va laisser au cardiologue, on va laisser au médecin généraliste. Enfin bref, on est plusieurs à hésiter.
Alors, les indications, elles sont simples. L'empagliflozine et la dapagliflozine, on peut les prescrire dans le diabète de type 2, dans l'insuffisance cardiaque symptomatique, quelle que soit la fraction d'éjection, et dans la maladie rénale chronique, l'invocana, la canagliflozine étant indiquée que dans le diabète de type 2. Alors, j'insiste de nouveau sur le fait qu'on a parfois peur, parce qu'il y a une petite dégradation initiale du GFR quand on prescrit ces molécules, un petit dip. Il faut 2 messages clés. Le bénéfice sur le moyen et long terme sera préservé de toute façon. Et surtout, vous voyez que les clairances auxquelles on peut prescrire sont relativement basses. Et donc, tout doucement, pour conclure, quand on regarde les remboursements, ça devient plus compliqué. Donc, Gaston, si on tient compte de son HbA1c, de sa GFR et de son traitement par metformine, il est remboursable en catégorie A. Par contre, vous voyez que malgré sa maladie rénale chronique, il n'a pas une albuminurie suffisamment élevée pour permettre un remboursement en catégorie B. Donc, une stratégie est peut-être de l'envoyer chez le cardiologue et de confirmer ou non, enfin, une insuffisance cardiaque symptomatique qui pourrait dès lors bénéficier d'un ISGLT2, première demande qui doit être introduite par le cardiologue uniquement. Voilà. Alors, que proposer à Gaston? Je pense qu'on aurait tous des avis un tout petit peu différents. Moi, j'avais suggéré en faisant média d'interrompre l'unidiamicron, qui n'a peut-être pas un intérêt immédiat, d'instaurer une incrétine, parce qu'il est quand même en excès de poids, il a une hyperglycémie, bon, il a toutes ses comorbidités avec des bénéfices connus des incrétines, mais j'avais pas réalisé en faisant média que je m'étais compliqué la vie puisqu'il a un indice de masse corporelle à 29 et pas égal ou supérieur à 30, donc difficile d'obtenir un remboursement sur un IMC restant qui entre dans les critères. Et puis, je l'enverrai bien chez le cardiologue pour voir si sa dyspnée, c'est une insuffisance cardiaque et donc peut-être obtenir un remboursement pour un ISGLT2. Et puis, je pense que ce qu'on fait peut-être pas assez en Belgique, c'est quelque part, voilà, si vous n'obtenez pas le remboursement pour l'une ou l'autre des 2 classes, est-ce qu'on pourrait envisager de payer le traitement parce qu'il y a des bénéfices pour votre santé? Oui. Mais je vous remercie pour votre attention et le sponsor aussi. On a reçu quelques questions là qu'on va parcourir. Donc, Laura, quelle est la suite du traitement lorsque le poids perdu est atteint? Alors, je pense que c'est le grand débat. Je crois qu'il y a 3 types de réponses. Donc, donc j'imagine qu'on parle de la perte de poids sous incrétine. Oui. Donc, si on arrête le traitement, malheureusement, le patient a moins vraiment d'intensifier l'activité physique, mais on parle, il faut quand même 150 minutes d'activité physique, d'intensité modérée, et vraiment de revoir l'alimentation. Le risque, c'est la reprise progressive du poids, et malheureusement, c'est du mauvais poids, c'est plus de gras que de muscle. Donc, arrêter complètement, malheureusement, il faut prévenir le patient que ce sera une stratégie risquée. Est-ce qu'il y a un intérêt à faire des cures intermittentes? Ça n'est pas documenté, mais oui, pourquoi pas, ça marche. Les patients le font un peu par eux-mêmes, donc on sait que ça marche. Mais de nouveau, on s'expose à un effet yo-yo et on a parfois l'impression que l'effet se perd un petit peu quand on fait ce type de choses. Par contre, je ne vous l'ai pas montré, mais j'ai une vie additionnelle si jamais sur l'étude sur Mount Maintain. Je vais essayer de la voir. On va la montrer. Donc, en fait. Vous laissez l'état après? Oui, mais il faut descendre un petit peu. J'avoue que. Non, je te l'ai fait. Donc, en fait, il y a une étude qui a été présentée tout récemment au congrès de l'écho. Voilà, elle est ici en mai. Donc, vous voyez, ça répond à la question pour le tirzépatide. Vous voyez donc tout d'abord sur le graphe jusqu'à 60 semaines la perte de poids induite par du Mounjaro. Vous voyez toujours en marron les personnes qui sont maintenues sous traitement, elles maintiennent leur poids. Et alors, vous voyez que des personnes chez qui on arrête le traitement en marron clair ou en saumon, eh bien, elles reprennent du poids progressivement, même lorsqu'on garde en rose du tirzépatide 5 mg. Sachant qu'il y a une petite chose en plus, c'est qu'on pouvait, si la reprise de poids était trop importante, rajouter, réintensifier le traitement par tirzépatide. Et donc, le message, c'est que si on veut maintenir la perte de poids atteinte, quelque part, il faudrait maintenir la dose qui a permis de l'atteindre, en fait. Ok, on reçoit pas mal de questions, donc on va essayer de traiter le... Non, mais c'est formidable. Comment peut-on passer d'un traitement à l'autre? Par exemple, passer du Wegovy au Mounjaro, et quel dosage? Alors, je pense d'abord qu'il faut se poser la question pourquoi passer d'un traitement à l'autre, mais ça, c'est si on n'a pas eu la réponse qu'on escomptait ou en cas d'intolérance. Bon, si intolérance, on risque d'avoir le même genre d'effet, mais enfin, c'est des molécules différentes. Alors,
dirais qu'il n'y a pas de règle absolue. Maintenant, un patient qui a, je suis en train de réfléchir, mais qui a par exemple, je sais pas, du sémaglutide 2,4 mg, je pense que si on commence du tirzépatide, en tous les cas à 5 mg, on ne prend pas beaucoup de risques en termes d'intolérance. Donc, on n'est pas obligé de recommencer au bas du schéma de titration. Pour les patients, je prends l'exemple diabétiques qui sont sous Ozempic 1 mg, donc on commence le tirzépatide à 5 mg d'emblée, quoi. Ok. Pourquoi n'y a-t-il pas d'indication de l'Ozempic et du Rybelsus dans le cas de l'obésité? Alors, de l'Ozempic, parce que je pense que c'est le même que le Wegovy, c'est simplement que le nom commercial est différent, mais c'est la même molécule. Okay. En revanche, pour le Rybelsus, il y a aux États-Unis une indication pour du sémaglutide oral à 25 mg dans l'obésité, et je pense qu'il y a un dossier à l'EMA. Je me demande même si ça n'a. Je pense que c'est approuvé par l'EMA, mais ça n'est pas encore disponible en Belgique, tout simplement. Donc, le Rybelsus oral 25 mg arrive, enfin, le Rybelsus, le sémaglutide oral 25 mg arrive pour le traitement de l'obésité. La réponse à ces traitements peut être variable et peut-on parler de résistance individuelle aux mécanismes d'action? Alors, de nouveau, là, je pense qu'il y a plusieurs réponses. Bon, il y a des aspects génétiques. On n'a pas tous les mêmes récepteurs au GLP-1 et il y a des personnes qui répondront donc mieux que d'autres, mais ça, on ne sait pas l'évaluer. On sait que, de manière générale, les études d'obésité, ce sont des femmes. Elles sont plus représentées dans les études d'obésité, des femmes jeunes, quarantaine d'années, et elles répondent mieux que les hommes. Donc, probablement qu'il y a un effet de la distribution de la masse adipeuse, des œstrogènes versus androgènes, mais donc, il y a une réponse aussi liée au sexe, et c'est le principal facteur qui détermine la réponse, la durée d'évolution de l'obésité, ou l'âge, par exemple, ne diminue pas les performances de ce type de traitement. Est-il correct de rester ou de laisser son patient sous la dose la plus faible de sémaglutide chez un patient obèse tant qu'il continue à perdre du poids? Oui, alors je pense que vous avez vu pour le tirzépatide, c'est vrai que là on a le choix en matière de dose cible. Alors quelque part, si on s'en tient aux études, les doses cibles recommandées, c'est celles que je vous ai montrées. Maintenant, dans la pratique, il est vrai qu'il y a des patients qui perdent très bien à des petites doses. Si on monte, ils ne tolèrent pas bien. Donc à titre personnel, et je pense qu'on le fait tous, oui, on garde parfois des doses qui ne sont pas les doses cibles. Aussi, encore beaucoup de questions à propos des dosages. En cas de perte de poids trop rapide, en peu de temps, convient-il d'envisager une réduction de dose ou un ralentissement, une pause du traitement? Si oui, vous pouvez donner un exemple, à quel pourcentage la perte de poids à quel degré de perte de poids doit-on lever le pied? Oui, ça, je dirais, pour moi, il n'y a pas vraiment un cut-off dans le sens où par exemple, les patients qui ont déjà perdu 10 ou 15% de poids très rapidement, en fait, ça va être les meilleurs répondeurs. Donc, quelque part, tant mieux, quelque part. Donc, s'ils tolèrent la perte de poids, il ne faut pas nécessairement diminuer. Je pense, par contre, qu'il faut réduire sur base de la tolérance clinique et sur base du profil. C'est évident que si on a une personne un peu plus âgée, on envisageait une perte de poids de 5%, on voit qu'elle a perdu 10% en quelques semaines et elle n'est pas bien, on va diminuer. Donc, ça, je pense que c'est plus la tolérance individu, enfin, à la perte de poids, quoi. Alors, le Mounjaro semble plus efficace pour perdre du muscle que de la graisse abdominale. Alors, je dirais pas qu'il est plus efficace, je dirais qu'il induit une perte et de graisse viscérale et de muscle. Je vous rappelle que la perte de masse musculaire, quand on perd du poids, c'est un événement standard, que ce soit par la chirurgie bariatrique, le régime ou les traitements par incrétine. Hein, donc, c'est pas un effet secondaire des incrétines. Simplement, il faut conseiller aux patients, si possible, de bouger plus quand ils prennent ce type de traitement, de manger plus de protéines et surtout, c'est pas très populaire, mais de les envoyer à la salle de musculation parce que c'est les exercices de résistance qui permettent de maintenir la masse et la force musculaire. Alors, plusieurs questions en ce qui concerne les contre-indications éventuelles, les interactions pour les ISGLT2. Y a-t-il une contre-indication pour les faibles débits de filtration glomérulaire? Alors là, il faut reprendre la diapositive, c'est-à-dire qu'il y a quand même des seuils à partir desquels on n'est plus censé prescrire, un peu comme la metformine. On ne va pas initier si le patient a 25 de GFR, sauf si c'est le néphrologue qui prend l'initiative pour telle ou telle raison. En revanche, il y a maintenant des données qui montrent que si le patient passe par exemple en dialyse, il n'y a pas de souci à continuer. Si on a un patient qui est greffé rénal, sauf contre-indication, il n'y a pas non plus de raison d'arrêter parce qu'il y a des bénéfices. Et alors, quelles sont les autres molécules, les autres traitements qui contre-indiquent
Alors, pour moi, en fait, il n'y en a pas. C'est-à-dire que les ISGLT2, ben, ils peuvent être associés notamment à tous les médicaments diurétiques, Entresto et tout ça qu'on trouve en cardio et ou en néphro. Et les incrétines, en diabéto, elles peuvent être associées à tout. La seule chose, c'est qu'on ne va pas associer une incrétine et une glutamate, puisque ça ne sert à rien, ça fait le double emploi. Et la glutamide, l'inhibiteur des PP4, est beaucoup moins efficace en termes d'hémoglobine glycée et certainement en termes de poids. Fonction hépatique, insuffisance hépatique? Donc, globalement, je dirais sur un patient qui serait en cirrhose vraiment décompensé, on va peut-être pas commencer un Mounjaro, mais sinon, d'habitude. Et alors, un dernier groupe, ce sont les patients gériatriques polymédiqués. Oui. Alors là, par contre, je pense que c'est des populations peu étudiées. Maintenant, ceci étant, les recommandations de l'EASO évoluent en disant que chez certains patients, il faudrait faire un webinaire sur ce point-là, mais on ne doit pas se limiter sur base de l'âge pour prescrire des incrétines. De nouveau, c'est plutôt le profil du patient et de fragilité, quoi. Alors, quelqu'un a un problème d'accréditation, donc vous en faites pas. Donc, le lien, on l'a copié dans le chat. Donc, vous pouvez alors utiliser si vous avez des difficultés pour faire la photo du QR code. QR code que je vais vous remettre. Donc, vous n'ayez pas d'ennui. Voilà, je vais vous le remettre. Qu'est-ce qu'on a encore comme question? Il y avait une question sur le rétatritide. Ah oui, ici, voilà. Donc, c'est simplement pour répondre. Donc, ça, c'est la question peut-être pour ceux qui n'ont pas accès à la question. Donc, les effets du rétatritide paraissent-ils supérieurs aux tirzépatides en termes de perte pondérale et de contrôle glycémique selon les premières études, qui sont très spécifiques? Oui, donc le rétatritide, c'est un agoniste, triple agoniste, donc récepteur GLP1, GIP et glucagon. Alors, il n'est pas encore disponible, il est en cours d'étude phase 3, mais c'est clair qu'en termes de perte de poids, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est vraiment impressionnant et il y a des études en cours, on aura certainement la comparaison. Mais donc oui, le rétatritide, c'est le prochain. Pas disponible. Pas encore disponible, mais ça ne devrait pas tarder. Ok. Alors, question. Les ophtalmologues semblent avoir une augmentation importante des troubles visuels chez les patients sous incrétine. Oui. Alors, ça, c'est une question importante, c'est-à-dire quand on a un patient qui a un diabète et qui a une rétinopathie connue, si c'est une rétinopathie minime et que la chute d'hémoglobine glyquée, on va peut-être passer, je ne sais pas, de 7,6 à moins de 7, il y a relativement peu de risque de décompenser une rétinopathie. Si c'est une rétinopathie qui est floride, il faut certainement l'aval de l'ophtalmologue pour mettre en route le traitement. Et si c'est un patient qui a une rétinopathie modérée, mais on va peut-être passer de 10% d'hémoglobine glyquée à 7% sous traitement, il vaut mieux l'envoyer chez l'ophtalmologue. Donc ça, c'est la décompensation de la rétinopathie qui n'est pas spécifique aux incrétines, mais à l'amélioration de l'équilibre glycémique. Attention que chez les personnes qui ont une obésité et sur qui on prescrit notamment le sémaglutide à des doses plus élevées, il y a cette forme particulière de neuropathie optique non ischémique qui est extrêmement rare. Le lien de causalité n'est pas très clair avec le sémaglutide. Néanmoins, ça peut donner des pertes visuelles brutales non récupérables, en tout cas unilatérales. Donc, quelque part, les ophtalmologues, voilà, il n'y a pas encore de recommandation d'envoyer d'office un patient chez l'ophtalmo pour ça, mais des gens qui ont des petites papilles, qui ont un syndrome métabolique sont plus à risque, mais c'est les patients qu'on traite. Donc, Comment gérez-vous les hyperlipacémies sous Mounjaro? Alors, message numéro 1, ne dosez pas la lipase sous incrétine ou sous glycine, ça n'a pas d'intérêt. Ne dosez la lipase, donc on n'en fait rien. Donc, peu m'importe, qui a envie de dire, on ne dosera la lipase que si le patient a des douleurs abdominales évoquant une pancréatite. Et là, bien entendu, on fera le bilan et au besoin, on arrêtera le traitement. Mais il ne faut pas doser la lipase sous traitement quand il n'y a pas de symptômes évoquant une pancréatite. Qu'est-ce que je vois encore comme question? Je cherche ici. La durée d'arrêt avant et après une chirurgie. Oui. Alors, je n'ai plus la durée exacte, mais c'est clair qu'on recommande d'arrêter les incrétines. Je ne voudrais pas vous induire en erreur, mais pour les injectables d'une semaine, j'aurais dit au moins une semaine avant, pour éviter les pneumonies d'inhalation, parce qu'il y a eu des cas démontrés, en fait. Donc, il vaut mieux être prudent avant. Je dirais qu'après, si on a un patient qui se réalimente, qui a une petite chirurgie, enfin, relativement petite chirurgie, ça m'inquiète pas trop de reprendre le traitement. Faut-il obligatoirement monter dans les dosages des incrétines si la perte de poids se maintient avec les dosages? Oui, ça c'est ce qu'on disait, c'est qu'il y a les doses libres recommandées. Bon, après, en pratique, parfois, on se limite à des doses.
Je regarde s'il y a encore d'autres questions. Suivi biologique, fonctionnel, hépatique, pancréatique, je crois qu'on en a parlé. N'oublions pas que le diabète 1 est une contre-indication. Donc, tout à fait, c'est une contre-indication parce qu'il y a un risque quand même non négligeable d'acidocétose glycémique. Donc, quelque part, c'est une contre-indication et d'ailleurs, dans certains, même pour le remboursement. La bonne nouvelle, je pense qu'il y a des études en cours par ailleurs et que d'autre part, il y aura probablement bientôt des capteurs de glycémie qui vont intégrer la mesure des corps cétoniques. Ce sera peut-être pas si facile que ça, mais ça permettra de manière ciblée, à mon sens, de mettre certains patients diabétiques de type 1, même si c'est voilà, off-label, sous SGLT2 quand il y a un problème cardiaque ou rénal, et on aura quand même un monitoring plus facile des corps cétoniques. Y a-t-il un intérêt à ajouter un DP4 à ce traitement depuis l'arrivée des génériques? Alors, en tout cas, il n'y a pas d'intérêt à rajouter un DPP4 à un GLP1 ou à un coagoniste. Par contre, on peut très bien associer un DPP4 et un ISGLT2. Mais dans les DPP4, c'est vrai qu'il y a du Januvia, enfin, d'acétamycine, si je ne me trompe pas, générique. Mais pour moi, c'est deux questions un peu différentes. La question du générique versus la question d'associer les traitements. Ici, un cas particulier. J'ai une patiente opérée d'une sleeve il y a 1 an. Elle a vu son chirurgien en février qui a ajouté du Wegovy, petite dose, 0,25, puis 0,5 pour soutenir la perte de poids qu'il trouvait ralentie. Est-ce autorisé de faire ainsi? Oui, donc c'est tout à fait autorisé, pas dans le sens où il y a des études que je n'ai pas ici, mais qui démontrent bien que chez des personnes qui ont eu une chirurgie bariatrique, il n'y a aucun problème à prescrire ensuite un crétine, notamment le Wegovy, c'est celui pour lequel il y a des données. Alors, soit oui, pour aider la perte de poids, ou en tout cas la maintenir. Donc ça, il n'y a pas de problème en termes, en tout cas, c'est autorisé. Que faire quand un diabète de type 2 complique un diabète de type 1? Alors ça, si je comprends bien la question, enfin moi je la comprends comme ça, on a quelqu'un qui a un diabète de type 1 mais qui a un profil métabolique qui évoque un type 2, c'est de plus en plus fréquent parce que l'obésité et l'excès de poids progressent et que par ailleurs le diabète de type 1, grâce aux choses d'aujourd'hui, bien sûr, je dirais à la main, la perspective que quelqu'un qui n'a pas nécessairement de diabète, on peut très bien, alors discuter, mais si vous considérez qu'un patient diabétique de type 1 a une obésité et que vous traitez son obésité ou son excès de poids par Wegovy ou Mounjaro, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. On le fait régulièrement à Saint-Luc. Il y a des études qui montrent que ça marche très bien. La seule chose, prévenez les patients, si évidemment, d'habitude ils le savent, mais s'ils mangent moins et qu'ils perdent du poids, il y a un risque accru d'hypoglycémie à dose d'insuline équivalente, évidemment. Et il n'y a pas de remboursement du tout. Je crois qu'on a quasi épuisé toutes les questions. On en a eu beaucoup ce soir, donc ça démontre l'intérêt. On a également des commentaires très positifs qui félicitent l'oratrice pour la qualité de l'exposé. Donc ça, c'est formidable. Donc, écoutez, je crois qu'on arrive bientôt au bout. Donc, je me permets de repasser donc ce QR code qui vous permet. On peut peut-être réexpliquer ce que c'est rapidement. Mais c'est un programme important. Donc, Boehringer met en contact les médecins qu'il souhaite avec Novelas, qui a un programme informatique, je ne sais pas si c'est l'IA, mais bon, ça y ressemble un petit peu, qui va faire des suggestions pour la prescription d'ISGLT2 selon les indications, les critères de remboursement, suggérer de faire un spot urinaire si le patient... Bel outil. Je ne le connais pas, mais on m'a dit que c'était un bel outil. Donc, on va faire sa promotion. On vous invite surtout à découvrir. Ça, c'est important. On remercie notre soutien pour l'organisation pratique de ce webinaire. Un grand merci d'avoir contribué avec un exposé qui, je crois, a répondu aux attentes, extrêmement didactique, très clair. Et surtout, on a admirablement respecté le temps qui nous était imparti. Donc, on vous remercie pour votre présence. Vous étiez extrêmement nombreux. Vous étiez combien, Isabelle? Plus de 200. Plus de 200 à participer à ce webinaire. Donc, formidable. On vous tiendra au courant pour notre prochain webinaire qui se fait, je crois, dans pas tellement longtemps. On reviendra vers vous. Et on vous remercie pour votre présence. Et en tant que rédacteur en chef, je ne peux que vous inviter à vous abonner au Louvain Médical et à suivre les activités du Louvain Médical. Merci. Merci et bonne soirée à toutes et à tous. Et s'il y avait encore d'autres questions, je suppose qu'on peut te contacter. Oui, des questions plus spécifiques, on en a reçu déjà pas mal ce soir. Donc voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée, à bientôt.